Et si notre civilisation, finalement, c'était juste un mince vernis, une fine couche de peinture qui recouvre quelque chose de bien plus ancien, de bien plus animal? Dans cette analyse, on va explorer ensemble cette frontière, parfois très floue, entre nos comportements les plus nobles et nos instincts les plus bruts. Ça fait un peu froid dans le dos, non? L'idée que notre morale, notre compassion, tout ce qui nous semble si humain, puisse voler en éclats pour quelque chose d'aussi banal que la faim. C'est vraiment le point de départ de notre réflexion. Une question qui va nous guider à travers des situations extrêmes, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Allez, pour commencer, on va se plonger dans un déjeuner de famille qui a tout l'air d'être parfait. C'est dans ce cadre idyllique, où tout semble sous contrôle, que le fameux vernis va se fissurer de la manière la plus brutale qui soit, révélant une vérité assez inconfortable. Imaginez un peu la scène. Une station de ski super chic, un grand soleil qui tape sur la neige. Une famille est attablée sur une terrasse avec une vue magnifique. Ça rigole, les verres trinquent, bref, la carte postale parfaite du bonheur. Le vent est au frais, les sourires sont de sortie. C'est vraiment l'image qu'on se fait de la vie civilisée. L'ordre, le confort et surtout la sécurité. Une petite bulle de perfection, suspendue au-dessus du chaos du monde. Et puis, d'un coup, un grondement sourd. La bulle éclate. Une énorme masse blanche dévale la montagne, une force de la nature qui fonce droit sur eux, menaçant de tout balayer sur son passage. Et là, l'impensable. En une fraction de seconde, le père, le protecteur de la famille, un réflexe. Mais pas celui qu'on attendrait. Il attrape son téléphone, ses gants, et il détale. Il court pour sauver sa peau, en abandonnant sa femme et ses enfants. C'est une scène terrible tirée du film Force majeure, qui montre sans phare comment l'instinct de survie peut pulvériser le rôle social. Sauf que l'avalanche n'en était pas vraiment une, juste un nuage de poudreuse, impressionnant mais inoffensif. La menace physique disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. Personne n'a une égratignure. Mais le mal est fait. L'image du père héroïque, elle, est brisée. Pour toujours. Et cette fissure-là, elle est bien plus profonde que n'importe quelle crevasse. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible? Comment une personne peut agir de façon si opposée à l'image qu'elle se fait d'elle-même? Pour comprendre ça, il faut ouvrir le capot de notre cerveau. Parce qu'à l'intérieur, il y a une guerre permanente entre deux systèmes qui ne parlent pas du tout la même langue. Si on s'inspire des travaux du psychologue Daniel Kahneman, on peut imaginer notre cerveau comme ça. D'un côté, il y a l'animal, notre système 1. Il est ultra rapide, purement émotionnel, et il n'a qu'un seul but, survivre. De l'autre, il y a le pilote, le système 2. Lui, il est lent, rationnel, il pèse le pour et le contre, il pense aux autres. Et le chiffre qui change tout, le voilà, moins de 200 millisecondes. C'est le temps qu'il faut à notre cerveau reptilien, l'animal, pour prendre le contrôle face à une menace. Avant même que notre pilote rationnel ait eu le temps de se dire « Attends, c'est ma famille », l'animal a déjà appuyé sur le bouton d'éjection. Là, on a vu une réaction instinctive, un sprint. Mais que se passe-t-il quand la crise n'est pas un sprint de quelques secondes, mais un marathon qui dure des semaines, pour sa direction la cordillère des Andes, pour un des récits de survie les plus terribles et les plus révélateurs de notre histoire. Après le crash de leur avion en 1972, face à la famine, les survivants n'ont pas du tout sombré dans l'anarchie. Au contraire, et c'est ça qui est fou, ils ont débattu pendant des jours, ils ont cherché dans leur foi une justification, et ils ont transformé l'acte impensable du cannibalisme en une sorte de communion tragique. Ils ont créé un rituel, des règles, pour rendre l'insupportable supportable. Le vernis ne s'est pas juste brisé, non, il s'est déformé pour s'adapter à une réalité monstrueuse. Les survivants des Andes ont lutté pour rester humains face à une catastrophe naturelle. Mais l'histoire, malheureusement, nous montre des exemples bien plus sombres, où la faim n'est pas un accident, c'est une arme. Une arme conçue pour briser les corps, mais surtout pour briser les liens entre les gens. Entre la civilisation et la barbarie, il n'y a que 9 repas manqués. Cette phrase, elle est glaçante. La faim organisée, comme pendant l'Holodomor en Ukraine dans les années 30. Son but n'est pas seulement de tuer, c'est de détruire la confiance, la solidarité, l'empathie, bref, tout ce qui fait une société, en forçant chacun à voir son voisin comme un rival pour un morceau de pain. Et cette mécanique, elle est parfaitement décrite dans la pop culture avec Hunger Games. Le but des jeux, ce n'est pas juste une punition. C'est un outil politique absolument pervers. En obligeant des enfants à s'entretuer pour manger, devant des caméras, le pouvoir veut prouver une chose. Au fond, l'être humain n'est qu'un prédateur égoïste. C'est une manière de tuer dans l'œuf tout espoir de révolte solidaire. Bon,
Après cette plongée dans ce qu'il y a de plus sombre en nous, le récit prend un virage complètement inattendu. Une lueur d'espoir apparaît. Et elle ne vient ni de la philo, ni de la religion, mais du monde animal lui-même. Cette question, elle remet tout en cause. On a toujours tendance à opposer l'humain civilisé à la bête sauvage. Mais si, finalement, la vraie bête égoïste et cruelle, ce n'était pas celle qu'on croit? Les exemples documentés sont juste incroyables. Des baleines à bosse qui risquent leur vie pour protéger des phoques, une autre espèce, face à des orques. Des singes bonobos qui partagent leur repas avec des inconnus de leur espèce. Des éléphants qui restent pour veiller des humains mourants. Ces actes d'altruisme nous montrent que l'empathie n'est peut-être pas un petit vernis culturel, mais un instinct biologique aussi profond que celui de la survie. Alors, au final, on est quoi? Le père qui s'enfuit ou la baleine qui protège? L'humain qui affame son prochain ou le survivant qui crée des rituels pour rester digne? La réponse, évidemment, n'est pas simple. On touche au cœur du problème. Notre humanité n'est peut-être pas un état de fait, mais un choix de tous les instants. La vérité, c'est qu'on est les deux. On a en nous le loup de Hobbes, qui pense que la vie est une guerre de tous contre tous, et l'ange de Rousseau, capable d'une immense compassion. Le père qui fuit et la baleine qui protège, ils coexistent en nous. Les Hunger Games et la solidarité des Andes sont deux potentiels qui dorment en chacun de nous. Et c'est là que notre image du vernis ne tient plus vraiment la route. La civilisation, ce n'est pas une couche de peinture fragile qui attend de craquer, c'est plutôt comme un jardin. Un jardin qui demande un effort constant, conscient, pour arracher les mauvaises herbes de la peur et de l'égoïsme, et pour y faire pousser, jour après jour, les fleurs de l'empathie et de l'entraide. Accepter cette dualité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, parce que ça nous donne un but. Le vrai défi pour l'humanité, ce n'est peut-être pas de devenir parfait, mais de construire une société, des systèmes, un monde, où personne n'aura jamais à affronter des situations qui le forcent à découvrir s'il est un monstre.